Merci d'être ici. Je suis ravi puisque ça fait 200 participants. En plus, il y a des moyens de diffusion électronique qui font qu'il y a plusieurs personnes encore qui pourront participer électroniquement, enfin en virtuel. Moi, je voudrais partager avec vous quelques diapos, un peu mon expérience, un peu le besoin, puisque moi, je travaille à l'Organisation de l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies, la FAO, plus connue sous sa sigle anglaise. La mission de cette organisation est un monde sans fin. C'est formidable, hein, un monde sans fin. Ouais, c'est quand même formidable. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a 4 critères. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a 4 sur lesquels je voudrais partager un peu avec vous. Plus vers le micro, oui. Donc, le premier critère, c'est la quantité. Il faut être capable de produire assez de nourriture pour 7,5 milliards de personnes sur cette planète. Bon, je vais vous montrer quelques diapos après. On est capable de le faire. Ce sont des bonnes nouvelles quand même. Deuxième critère, cette nourriture doit être d'une qualité selon les normes, et des normes qui deviennent de plus en plus sévères. On a fait déjà un très bon chemin là-dessus. On a de plus en plus des normes sur la qualité de la nutrition. Je pense que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais été capable de produire autant de nourriture d'une qualité aussi haute. Donc, bonne nouvelle, optimisme. Le troisième critère, depuis une quinzaine d'années, qui s'ajoute à cette production, quantité, qualité, c'est la durabilité. Qu'on peut produire cette nourriture de plus en plus dans des conditions qui sont donc durables au niveau de notre environnement. Pas toujours simple. On verra des exemples après. Et un quatrième critère qui est quand même de plus en plus pertinent dans cet âge de globalisation, hein, puisqu'on produit du soja d'un côté du monde, on l'exporte partout. Donc, on a une concentration de la production dans de moins en moins d'unités. Est-ce que, donc, il y a une genre de responsabilité sociale? Donc, il y a ces 4 critères. Et je voudrais partager donc ces 4 critères parmi des diapos et voir si les insectes peuvent aussi contribuer dans ces 4 critères. Voilà, quantité. Bonne nouvelle. On est capable de produire plus ou moins 8,5 milliards de tonnes de nourriture par an, par personne. C'est plus ou moins une tonne, un peu plus qu'une tonne par jour, par an, par personne. Bon, il y a des pays qui produisent plus, comme la France, il y en a qui produisent moins. Ça, c'est pas un problème. Il y a le commerce qui peut niveler tout ça. Bonne nouvelle. Et certainement, on pourra aussi produire de nourriture, certainement pour 9 milliards de personnes aussi. Alors, quand on va regarder un peu dans cette nourriture, qu'est-ce qui est très important à voir? C'est qu'on a quand même Voilà. On voit donc tout ce qu'on appelle les protéines animales. Il y a une explosion dans la demande, partout dans le monde, aussi bien les pays développés que les pays en développement. Il y a une explosion dans la demande des protéines animales. Ici, on voit par exemple les céréales, on voit les tubes, donc les pommes de terre et tout. La quantité, consommation par tête, elle reste stable. Elle a même tendance à diminuer un tout petit peu. On mange un peu moins de pain, on mange un peu moins de pommes de terre, mais on va manger un peu plus de fromage, un peu plus de yaourt, un peu plus de viande, un peu plus de poisson. Ça, c'est quand même le plus important, puisque pour produire, simplifions un peu les choses, une protéine animale, on a besoin entre 3 et 5 protéines végétales. Donc, on a déjà une certaine perte dans la productivité de production. Ce n'est pas un problème autant pour les céréales, puisque ça se consomme directement, donc il n'y a pas un processus de transformation pour une autre forme de vie. La même chose pour les pommes de terre. De même pour le sucre, il n'y a pas un problème de produire du sucre. Enfin, le sucre, ce n'est pas une nourriture, c'est plutôt un additif. Il n'y a pas tellement de difficultés. On prévoit des difficultés surtout dans la production animale de protéines. Pas la graisse, mais ça, les protéines. Ça, c'est le défi, un grand défi qu'on a.
Alors, pourquoi? Bon, je l'ai déjà dit, il y a une explosion partout dans le monde dans notre consommation de viande et de poisson. Quelques prévisions qui sont relativement fiables, puisqu'on parle quand même de plus ou moins 7 ans dans l'avenir. On aura besoin au niveau global de 50 millions de tonnes de plus, qui sont reparties un peu selon ces secteurs-là. Et ce qui est très intéressant à voir, la même chose pour les poissons, aussi bien l'élevage que la capture des poissons des océans. Vers 2030, on aura des difficultés quand même sérieuses. Ça veut dire que les prix vont augmenter, surtout dans la capture. Bon, c'est évident, on le sait déjà, ça fait, depuis que j'étais garçon, on pouvait acheter le poisson moins cher que le poulet. Maintenant, c'est juste le contraire. C'est le poulet qui est le moins cher maintenant. Une autre chose qu'on oublie souvent, c'est que pour tous les animaux que nous sommes en train d'élever, il faut les nourrir aussi. Il faut nourrir les poulets. Les vaches, il faut les nourrir. Et ce qu'on oublie, c'est qu'on a besoin de la même quantité, plus ou moins aussi. Bon, ici, cette quantité a été estimée à 6,4 milliards de tonnes matière sèche. Mais si on prend une moyenne de 30%, on arrive plus ou moins aussi à 8 milliards de tonnes. Donc, on a besoin de la même quantité pour nourrir tous nos animaux d'élevage, ce qu'on oublie souvent. Et c'est énorme, cette quantité. Donc, ça fait aussi 1 tonne par personne par an qu'on a besoin pour alimenter nos animaux. Alors, ce qui est très intéressant à voir, les secteurs avec la croissance plus élevée sont surtout ceux qui poussent les plus vite. Donc, les poissons, les poulets et le porc. Il y a quelqu'un qui pourrait m'aider à dire pourquoi ces trois ont la croissance les plus élevée? Il y a des vétérinaires dans la salle. Il y a des vétérinaires dans la salle? Ou des étudiants? Oui. Pourquoi on pourrait penser que ces trois secteurs sont les secteurs avec la croissance la plus élevée? Oui, ils sont moins chers. Ça veut dire qu'on peut les produire plus vite. Ils sont plus efficaces. Puisqu'on a ce qu'on appelle le rendement, donc la quantité de nourriture qu'un animal prend pour la quantité de poids qu'elle va gagner. Donc, avec ces animaux-là, on a en fait les rendements les plus élevés. Pour les poulets, on est presque à 1 sur 1. Pardon. Ça veut dire 1 kilo de ration peut donner 1 kilo de gain de poids vif au poulet. Presque. Ce n'est pas le cas, par exemple, avec les vaches. Ici, on a besoin plus ou moins de 8 kilos de ration pour arriver à peu près à 1 kilo de viande. Enfin, pas tout à fait animal poids vif, mais à peu près ça. Donc, ça veut dire qu'on a des rendements sur les inputs qu'on donne aux rations les plus élevés. C'est pour ça qu'ils poussent le plus vite. Et ils vont pousser encore plus vite. Donc, l'élevage, poulet, 7% par an de croissance. Bien, un petit résumé, mais aussi un petit problème. Pour nourrir nos animaux, on consacre de plus en plus notre propre nourriture à nous, surtout les céréales, hein, puisque tous les céréales, on peut les manger directement à nous. On est déjà à 30% plus ou moins de toute la production de céréales au monde qui est destinée à l'alimentation animale. En principe, il n'y a rien de mal avec ça, absolument pas. Le soja qu'on produit, on peut le manger directement aussi. Mais on le fait passer d'abord par un poulet, et ensuite on mange le poulet. On a perdu un rendement d'au moins 3 à 4 fois le nombre de protéines. Comme le secteur des monogastriques, comme on l'appelle les poulets, les cochons et l'aquaculture, sont en fait ceux qui vont pousser le plus vite. On a prévu qu'il y aura au moins un déficit de plus de 100 millions de tonnes de ce qu'on appelle feed protein. Donc, puisque même pour les animaux de notre élevage, ce qui est le plus complexe dans leur système et dans leur diète, ce sont les protéines. Ce n'est pas la graisse, ce ne sont pas les fibres, pas les vitamines, pas les minéraux. Ce sont les protéines qui sont le plus complexes, le plus cher aussi. Donc là, on voit quand même qu'il y a un déficit dans les prochaines 30-40 ans à 100 millions de tonnes. Ça fait au moins 3 tonnes par an à partir d'aujourd'hui qu'on commence à développer un marché là pour des protéines alternatives.
seulement pour l'élevage des animaux, je ne parle même pas encore pour la nutrition humaine. Et il y a quelque chose qui est assez difficile à prévoir. Il y a aussi une partie donc, de toutes les céréales qu'on a. Bon, il y a encore, heureusement, 60% qui sont destinés pour la nutrition humaine, comme déjà dit, 30% pour l'alimentation des animaux et 10% pour ce que j'appelle l'énergie et les bioplastiques. Ça, c'est un secteur qui est difficile à prévoir puisque ça dépend un peu du cours du pétrole. Voilà. Un autre élément où je donne le blé et le riz, et ça en bleu, c'est en fait ce qui est utilisé pour la consommation humaine. Vous voyez, on a quand même encore 60 à 70% de la production de riz et du blé qui est directement utilisé pour la consommation humaine. Mais regardons un peu le maïs et la soja, qui sont ici en bas. Donc, maïs et soja. Incroyable. Moins de 20% de toute la production du maïs, qui est très nutritif pour nous aussi, et le soja le même, est utilisé à destination directe pour consommation humaine. Elle est transformée en alimentation animale. Il n'y a rien de mal avec ça, mais on perd de l'efficacité. Ça veut dire, pour pouvoir produire ces 250 millions de tonnes de soja qu'on produit actuellement, on a peut-être besoin de moins de des millions d'hectares. Et chaque année, il faut produire au moins 1 million de tonnes de plus. Les rendements sont plus ou moins 500 une tonne de soja par hectare, surtout quand on est dans les pays comme au Brésil et en Argentine, agriculture extensive. Ça fait déjà une petite idée de chaque année combien d'hectares supplémentaires sont nécessaires pour la culture de soja. On parle facilement d'un demi-million d'hectares par an supplémentaires chaque année. L'Argentine est presque déjà complètement plein, ça veut dire presque tous ces sols ont déjà eu une destination, c'est difficile d'augmenter encore. Le seul pays au monde qui est encore capable d'augmenter et d'arriver peut-être dans 30 ans 100 millions de tonnes de soja de plus, ce serait le Brésil. Mais à quel prix? Probablement plus défrichement dans la forêt amazonienne ou dans les cerrados. Donc on voit déjà un peu les conflits. Conflit entre production d'un côté et l'environnement, notre planète de l'autre côté. Voilà, on cherche des alternatives. Effectivement, il n'y a pas que les insectes. On essaie encore de capturer un peu plus des océans. Ça pourrait être quelque chose localement ou régionalement intéressant, surtout dans les pays du sud-est asiatique. Il y a pas mal de cultures, soit pour les méduses, jellyfish, le krill dans l'Atlantique. Les algues, il ne faut pas oublier les algues. Les algues sont des plantes, ça veut dire les protéines qu'on produit par les algues seront des protéines végétales. Il n'y a rien de mal avec ça, mais les protéines animales sont beaucoup plus riches dans les aminoacides. Ils sont un peu plus chers aussi. La culture des algues, comme ce sont des plantes, il faut de la lumière et il faut de la chaleur. Ça coûte cher. Une unité de production des algues ici en Europe, avec les conditions de lumière et de chaleur, c'est au moins 100 000 $ pour commencer. Bon, bien sûr, on a les protéines, aminoacides synthétiques, et les prix vont entre 6 à 16 $ le kilo. Si on fait la culture bio, par exemple la viande bio, on ne peut pas utiliser des aminoacides synthétiques, c'est interdit. On essaye donc de récupérer des protéines un peu partout où on peut, même dans les pommes de terre, même dans les chips. On essaye d'abord d'extraire encore des protéines avant de vendre comme chips. Et bien sûr, on a encore plein d'autres plantes où on pourrait les utiliser. Il y a deux plantes qui seront très intéressantes. Donc, moringa, c'est un peu tropical, c'est un arbre tropical qui a plus de protéines que le soya. Et duckweed. Duckweed peut pousser ici, mais moringa, c'est plutôt tropical. Bon, ces alternatives sont réelles. Ils ont des marchés régionaux, ils ont des possibilités. Mais ils ont tous besoin de terre, de fertilisants. Donc, ils font la compétition avec notre production d'aliments aussi. Alors, la question reste, est-ce que nos insectes peuvent nous aider à mieux alimenter notre planète, aussi bien dans la quantité, la qualité, la durabilité
et la justice, la responsabilité sociale, selon les 4 critères. On va voir ça un peu ensemble. Commençons avec qu'est-ce qui existe déjà. Donc, on a quand même, heureusement, l'humanité a toujours mangé des insectes, depuis les origines du temps presque. Une étude a montré que pour le moment, il y a au moins 2000 espèces qui ont été scientifiquement identifiées, dont on a la connaissance, qui sont consommées quelque part dans le monde. On a plus ou moins une vingtaine d'espèces, comme les abeilles, que moi j'appelle semi-domestiquées. Pourquoi j'appelle les abeilles semi-domestiquées? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'aider à ça? Les abeilles. Vous connaissez les abeilles? Non? Est-ce qu'on donne à manger aux abeilles quand on a des ruches? Est-ce qu'on donne à manger ou est-ce que les abeilles doivent aller chercher leur nourriture eux-mêmes? Les deux. Le sucre, quand on a des problèmes, pour l'hiver, quand il n'y a pas assez. Mais en principe, ils devraient aller chercher quand même leur nourriture eux-mêmes. C'est ça que j'appelle semi-domestiqué. On donne une petite maison, on donne un peu de soins vétérinaires, un peu de sucre quand les choses vont mal, mais en principe, c'est à eux de se débrouiller. Semi-domestication. Quand on va faire l'élevage des insectes, ce ne sera pas comme ça. Hein? Ce n'est pas qu'eux ils vont chercher, c'est nous qui devons amener. Et là, je vais vous montrer, ce sera le défi le plus important. Qu'est-ce qu'on va donner aux insectes quand on va faire des élevages industriels à grande échelle? Qu'est-ce qu'on va donner aux insectes à manger? Puisque c'est le même problème comme les poulets ou les cochons. Ça se fait aussi pour les animaux. Déjà traditionnellement en Afrique, en Asie, même en Europe, même en France. En France, sud de la Loire, qu'est-ce qu'il y avait en France au sud de la Loire jusqu'à il y a 100 ans? Lyon, la capitale de la soie. Une fois qu'on avait extrait la file de soie, qu'est-ce qu'on faisait avec les cocons, comme vous voyez là-bas, ici? On les donnait au poulet, on les donnait, si on avait faim, on les mangeait aussi. Enfin. Donc ça existe, ça a toujours existé. Ce n'est pas qu'on invente quelque chose de nouveau. L'utilisation des insectes pour la consommation humaine, aussi bien que pour la consommation animale, n'est pas quelque chose de nouveau. On ne fait rien d'autre que mimiquer la nature. Les oiseaux, enfin pas tous, mais il y a des oiseaux qui mangent des insectes. Les poulets, ils mangent des insectes. Les cochons, ils mangent des vers d'insectes et tout ça. Donc, c'est pas qu'on essaye de faire quelque chose de nouveau. Vous savez, il y a 50 ans, on a fait quelque chose de nouveau avec les ruminants. Qu'est-ce qu'on avait fait il y a 50 ans avec les ruminants? On les a fait manger avec nos vaches. On les a fait manger les carcasses des vaches mortes. Ah oui, pour les protéines. Ça, c'était nouveau. La nature, 30 millions d'années d'évolution n'avaient jamais fait qu'une vache allait manger un cadavre. Les ruminants n'étaient pas faits pour ça. La nature n'a jamais laissé un ruminant manger un cadavre, puisqu'il y a une maladie qui est passée. C'était, vous le connaissez tous, voilà, la vache folle. Là, l'homme avait pensé de faire un bénéfice à court terme. Super, super. Mais là, on avait fait quelque chose que la nature n'a jamais fait. Avec nos élevages des insectes, on n'est pas sur le même chemin. On fait les choses comme la nature l'a fait. On va essayer, on va apprendre à les faire un peu mieux, un peu plus vite, un peu plus dans la direction qu'on veut, mais ce n'est pas qu'on veut faire des choses que la nature n'a jamais voulu faire. C'est très important de le savoir aussi. Bon, ça s'explique soi-même. Comme déjà dit, il n'y a pas que les protéines, mais c'est quand même le focus le plus important. Si on fait l'élevage des insectes, ce sera surtout, aussi bien pour la consommation humaine que pour la consommation animale, ce sera surtout pour les protéines. Mais ce n'est pas que pour ça. Hein. Il ne faut pas oublier, il y a plein d'autres choses aussi encore qui pourraient être intéressantes. Mais en produisant des centaines ou des milliers de tonnes de protéines, il y aura aussi des centaines de tonnes de chitine, des enzymes qu'on pourrait utiliser et faire valoriser toute la chaîne de production. J'ai mis même un tout petit ici à la fin, waste management, puisque les insectes sont des champions. Vous laissez votre poubelle une semaine dans votre cuisine, vous partez en vacances, vous revenez, vous êtes un éleveur d'insectes. Tout le monde, sans faire quoi que ce soit. Ça va, ils sont champions là-dedans. Voilà. Quelques exemples. Un exemple ici, c'est en Espagne, où on a donc les producteurs. On fait l'élevage des femelles et des mâles producteurs. Élever des insectes, ce sont des animaux. Donc, il y a
des femelles et il y a des mâles. Qu'est-ce qu'on essaye quand on fait l'élevage des animaux? On essaye de faire que les deux se trouvent et font des petits bébés au maximum possible. Avec les insectes, c'est la même chose. Les insectes, parfois, même les black soldier flies, c'est un peu comme le panda bear. Je ne sais pas si vous connaissez le panda. L'élevage du panda, l'ouge de panda, très grand problème. Hein? Le mâle est tellement paresseux qu'il n'a même pas envie de faire des petits parfois, puisqu'il est en captivité. Un grand problème, enfin, un problème aussi avec l'élevage des insectes. Je fais ça un peu de façon anecdote, puisque 10 minutes, oui, sans problème. C'est simple, l'élevage des insectes, mais c'est quand même pas aussi simple que ça non plus. Il y a des petites choses qu'il faut quand même tenir compte avec. Bon. Alors, comme j'avais déjà dit, il y a certainement plein d'aspects. Il y a la santé, il y a la qualité, la hygiène. Mais un élément clé est qu'est-ce qu'on va donner aux insectes. Si on fait des élevages à grande échelle, surtout pour produire des protéines pour les poulets, pour les cochons, pour l'alimentation des animaux d'élevage, on aura besoin de quantités qui peuvent aller dans 10-15 ans dans les millions de tonnes. Qu'est-ce qu'on va donner comme matière première? Qu'est-ce qu'on va donner aux insectes à manger? Ça, c'est très important. Soit on peut donner les mêmes céréales qu'on donne à nos poulets. On peut faire la même chose, comme on fait avec les poulets. On donne les céréales. À long terme, on ne va pas résoudre un problème, puisque si on donne aussi du soja à nos insectes pour l'élevage des insectes et on les va faire l'élevage avec du soja, pour l'élevage des animaux, ce ne sera pas une solution. Ça peut être une solution si on fait l'élevage des insectes à consommation humaine, puisque les quantités sont beaucoup plus réduites. Donc, le plus important sera de trouver des systèmes où on trouve des résidus agricoles, même des résidus dans notre chaîne alimentaire, qui peuvent être utilisés comme source de nourriture pour l'élevage de nos insectes. Ça, c'est le plus important. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas utiliser des céréales pour faire l'élevage des criquettes, comme on fait aujourd'hui, pour la consommation humaine. Absolument pas un problème. Mais la quantité pour la consommation humaine est tellement peu que ça ne fera pas un grand impact sur la production totale des céréales. Il y a un deuxième problème qui sont les antibiotiques. Vous savez tous que dans l'élevage des animaux, de plus dense que les systèmes d'élevage sont, le plus sensible que ces groupes d'animaux sont aux maladies. Donc, il y a besoin de donner des antibiotiques. Donner des antibiotiques aux animaux d'élevage et ensuite on mange ces animaux, on est en train de créer des micro-organismes qui deviennent complètement résistants à presque tous les antibiotiques qu'on a. C'est un problème. Est-ce que les insectes peuvent nous aider là-dedans? Probablement. Donc, en dehors de la protéine, l'utilisation des insectes pour des fins pharmacologiques, aussi bien pour l'homme, mais aussi pour les animaux, peut être une deuxième ligne très importante. Il y a des indications des antimicrobial peptides, donc les insectes ont des autres systèmes pour se défendre. Certainement, on peut apprendre des choses là-dedans. Effectivement, ça s'explique soi-même un tout petit peu, les bénéfices au niveau de sa production. On a déjà tout lu. Moins de greenhouse gases, moins de CO2, moins de ceci, moins de cela. Enfin, en principe, c'est vrai, les insectes sont plus efficients puisqu'ils sont des animaux de sang froid. Nous sommes des mammifères. Au moins 30% de tout ce que nous mangeons, c'est simplement pour maintenir notre température, c'est pour respirer, maintenir notre cœur. Les insectes n'ont pas ça. Les insectes n'ont pas de poumons. Ils absorbent l'oxygène par diffusion. Pas besoin d'avoir des poumons, donc pas besoin de manger pour faire fonctionner nos poumons. Ils sont beaucoup plus efficaces. Quatrième, c'est plutôt l'aspect social. J'avais mentionné cette... est-ce qu'on peut produire suffisamment de nourriture avec une responsabilité sociale aussi, que tout le monde peut participer, que ce n'est pas que quelques peu qui sont responsables pour la production de la nourriture et tout le reste doit l'acheter. Alors, on voit quand même que la production d'insectes peut aider à créer des circuits locaux beaucoup plus courts, puisqu'on peut utiliser les déchets d'un voisin pour alimenter une production d'insectes chez un autre voisin. Donc, on reste dans des circuits beaucoup plus courts et qui peuvent aider l'économie locale.
Il y a un aspect que je voudrais aussi dire au niveau global. L'élevage des insectes est possible à chaque échelle, aussi bien industrielle, mécanisée à 100%, par exemple en Europe, ou d'un niveau artisanal en Afrique ou même en Europe aussi. Donc, et l'un n'exclut pas l'autre, ça c'est très important. Une femme dans les faubourgs de Kinshasa, sans revenus, sans moyen de se trouver de la nourriture, peut devenir un éleveur d'insectes et nourrir sa propre famille avec des protéines. Très important, hein, des protéines de haute qualité, puisque ce sont des protéines animales. Donc c'est très important que l'élevage des insectes permet aussi à ceux qui veulent, sans beaucoup d'investissement, de devenir un producteur de protéines végétales. Un exemple, c'est une société qui existe en Belgique, donc elle utilise les déchets des supermarchés donc végétaux. Hein, il ne peut pas y avoir du lait ou du fromage ou des contaminations avec de la viande. Et ça donne un peu des idées sur les chiffres, les rendements, les quantités. C'est une voie assez intéressante puisqu'il y a quand même une perte dans les chaînes de distribution assez importante d'une nourriture humaine qui est quand même déjà classifiée comme saine pour l'homme, mais à cause de l'emballage qui a été cassé ou des fruits qui sont un peu dépérimés, devient invendable. Ici, c'est la même chose, mais c'est pour ce qu'on appelle, après la fermentation pour la bière. On peut l'utiliser directement comme alimentation pour les bovins ou les cochons. Ça. Mais il y a plein d'eau dedans. Ça veut dire que le coût de transport, après 30-40 km, devient trop cher puisqu'on transporte que de l'eau. En passant par les insectes, on peut donc raccourcir un peu le cycle et concentrer les éléments nutritifs dans un matériel beaucoup plus sec, qui facilite le stockage et le transport à des régions beaucoup plus lointaines. La famille, si je peux l'appeler comme ça, la famille globale des éleveurs d'insectes, ne fait rien d'autre que de s'accroître. Je suis très content de voir ça. Il y a plein de partenaires déjà partout. Enfin, ce sont des références. Vous pouvez cliquer sur ces sites et vous allez voir plein de références, aussi bien que des États-Unis qu'en Chine et tout ça. Un exemple des États-Unis. Donc, aux États-Unis, on a ce qu'on appelle le distiller belt. Donc, on produit plein de carburant pour les voitures à base du maïs. Il y a le maïs qu'on va distiller, on va tirer l'éthanol et avec des subsides, on vend l'éthanol à 10% dans l'essence et tout ça. Donc ça, c'est un marché garanti. Donc il y a une production énorme d'éthanol à base de maïs. Il y a plus de refus de cette distillation, enfin c'est rien d'autre que ça. Et les animaux, pour donner ça comme aliment aux animaux, ils sont trop loin, ils ne sont pas dans la même zone. Là où on fait le maïs, il n'y a pas les animaux d'élevage. Pour transporter les déchets de la distillation, qui sont pleins de l'eau, c'est trop cher. Donc, on passe par les insectes, on fait une farine d'insectes qui va concentrer les éléments nutritifs encore, et on peut exporter même, puisque c'est même exporté, on peut les exporter ou les transformer dans les autres zones qui sont beaucoup plus lointaines. Quelques exemples. Alors, si je peux faire un petit résumé, les insectes, oui, évidemment, je ne peux pas dire non, moi. Je ne vais pas quand même changer d'avis maintenant, oui, mais dans le food, enfin pour l'alimentation humaine, il reste quand même encore toujours un facteur, comme on appelle chez les Anglais. Bon, mais là, il y a plein d'industriels que j'ai déjà vus ici, ils ont déjà trouvé des solutions. Ils peuvent les mélanger avec de la pâte, ils peuvent les mélanger avec des farines. Donc je pense que l'innovateur est là pour nous aider. Deuxième point qui est encore très important, aussi bien pour le food que le feed. Donc le food, c'est pour la consommation humaine, le feed, c'est pour les animaux. Il y a tout ce que j'appelle la législation. Standardisation, législation, labeling. Là, le travail est en progrès. Heureusement, il y a 2 ans. On était ici il y a 2 ans, ou 3 ans déjà. Maintenant, on a quand même fait déjà un grand progrès. Au niveau de la communauté européenne, pour l'alimentation humaine, les insectes ont été approuvés comme novel food.
Bien sûr, il y a une procédure à suivre, mais au moins, le schéma est clair pour ceux qui veulent. C'est pas facile, mais c'est clair. Troisième point que je trouve assez intéressant, comme on va essayer et promouvoir d'utiliser tous ces créneaux de déchets à les valoriser comme nourriture pour nos insectes, on a un petit problème légal, puisque dans l'élevage en Europe, il est interdit de donner des déchets à nos animaux. C'est interdit. On ne peut pas, bon, pour raison de sécurité nutritionnelle, on ne peut pas donner des déchets. Donc, on a encore un peu du travail à reformuler, à revoir la réglementation sur les déchets, afin de permettre qu'on peut, une fois que les insectes sont devenus des animaux d'élevage, qu'ils peuvent aussi être nourris avec des sources qui, en principe, chez nous, sont encore considérées comme des déchets et qui légalement n'est pas possible. Très intéressant dans cet aspect-là des déchets, il y a eu un projet qui vient se terminer l'année passée, Protéinsect, un projet qui a été financé par la communauté européenne et qui allait voir vraiment la phase la plus difficile de la chaîne des déchets, c'était ce qu'on peut appeler, bon, les manure, quel est le mot en français maintenant? Les excréments, oui. Puisque dans les excréments de cochons et de poulets, il y a quand même encore plein des éléments qui n'ont pas été digérés par l'animal, qui peuvent être encore la nourriture pour les insectes. C'est pas pour rien quand, dans le temps, sur les anciennes fermes, il y avait le tas de fumier et il y avait plein de poulets qui allaient chercher les larves de tout ça. Donc, c'est pas quelque chose de nouvel. Mais là, il y a encore, je dis, c'est l'extrême. On va faire vers l'extrême. Il y a certainement encore plein de défis technologiques et légaux à travailler là-dessus afin qu'on pourrait arriver là. Je pense qu'on a certainement encore entre 15 à 20 ans avant de pouvoir commencer. Voilà. Quelques exemples. Ça vient du Canada. Donc, ça s'est fait en Thaïlande. Donc, c'est du cricket pasta. Ça veut dire que c'est une pâte avec 10 à 15% de farine des criquets. En fait, c'est très facile. Moi, j'achète ça, je le prépare et j'ai ma pasta avec des protéines. Donc, je ne dois plus aller au boucher, aller chercher un peu de la viande hachée ou quoi que ce soit. J'ai déjà mes protéines dedans. Beaucoup plus convenient, comme on dit. Donc, j'ai déjà mes protéines dans ma pâte. Très facile. Dernier slide, je termine ici. Il y a certainement encore plein de chemin à faire. Certainement encore plein de diffusion, divulgation, consumer. Des conférences comme aujourd'hui sont formidables dans ce cas-là. Informer les journalistes, informer le public, puisqu'à la fin, ce sont tous nous, comme consommateurs, quand on va au supermarché et on va acheter notre nourriture, ce sont à la fin, c'est nous qui décidons. Et si le consommateur a été bien informé sur les conséquences de son choix qu'il fait au supermarché, il pourra peut-être aussi être un élément très important aussi dans cette campagne de promouvoir les insectes. Bien sûr, tout le monde académique, on a encore, et je pense qu'on a des exemples aussi dans cette conférence, il y a encore plein de choses à vérifier, à voir, à tester. Le cadre légal, donc les policy makers ont plein de boulot aussi, et le secteur privé, ben, ils sont déjà en plein dedans, je ne dois pas le dire, on a déjà des exemples ici. Bon, avec cela, quelques petits mots ici. Donc, la FAO, elle est surtout là pour divulguer les informations, aider un pays avec les informations de l'autre, mettre que les informations sont disponibles à tout le monde. Il y a un site. Donc, si vous allez sur Google, vous faites Edible Insects ou Insectes comestibles FAO, vous allez être sur ce site-là et ça pourrait vous aider à trouver de la documentation, savoir qui fait quoi, même dans votre pays. Et avec ça, bien sûr, la FAO, elle travaille sur la demande des pays. Ce n'est pas que la FAO qui décide, maintenant, on va faire une législation sur les insectes. Ce sont les pays membres, comme la France ou d'autres, qui décident, bon, il est temps d'être ensemble. On va demander à notre organisation des Nations Unies sur l'agriculture et l'alimentation de faire un cadre sur la réglementation au niveau global. Ça veut dire que si quelqu'un l'a produit en Thaïlande ou quelqu'un produit en France, on travaille sur les mêmes normes, les mêmes critères, on produit la même qualité.
Voilà, un petit document qui est disponible si vous voulez lire un tout petit peu de plus, disponible aussi en français. Et avec celui-là, je voudrais tous vous remercier vivement et vous encourager au maximum possible de quand même essayer et de tester les produits qui sont à votre disposition ici. Merci beaucoup.